mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Arliss DiCamo, la troisième et dernière enfant de Marvin et Jean DiCamo, naît en 1934 et grandit à Linton, en Dakota du Nord. Cette jeune fille a étudié au lycée Bismarck. Elle est très chrétienne, elle passe beaucoup de temps à l'église, notamment le week-end, et elle aime bien lire des livres comme la Bible. Âgée de 19 ans, elle n'a jamais quitté sa petite ville natale. Elle a un petit ami qui s'appelle Bruce Perry. Ils sont très amoureux et tous les deux sont très croyants. Ils ont cette passion, cette foi en commun. Les deux se sont rencontrés au lycée et après avoir obtenu son baccalauréat, Bruce a décidé de déménager à Stanford en Californie pour poursuivre ses études. Quant à Arliss, elle est restée en Dakota du Nord, elle n'a pas déménagé. Elle travaille comme réceptionniste à la clinique dentaire du père de Bruce. Les deux sont en relation à longue distance. Visiblement, cela ne les dérange pas tant que ça. Et un jour, lorsque Bruce revient, ils décident de se marier. Après avoir eu l'accord des parents respectifs, ils se marient à l'église de Bismarck. Ils passent leur lune de miel pas très loin de chez eux, puis après, ils déménagent en Californie, pas très loin de l'université de Stanford où Bruce étudie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Bruce, il est déterminé. À côté de ses études, il a un petit emploi afin de subvenir aux besoins de lui et de sa femme. Après ses journées de cours, il enchaîne avec son travail. Malheureusement, cela crée un petit déséquilibre dans leur couple puisque Arliss, de son côté, ne fait rien de ses journées ni de ses soirées. En fait, elle s'ennuie beaucoup, elle est tout le temps dans l'appartement, Bruce n'est jamais là, sa famille et ses amis lui manquent énormément puisqu'ils sont restés à Bismarck. Elle occupe ses journées en se promenant sur le campus et en écrivant des lettres à sa famille et à ses amis. Son endroit préféré, c'est l'église de Stanford. Le soir du 12 octobre 1974, elle sort pour se balader sur le campus et aussi pour poser les lettres qu'elle avait écrites à sa famille et à ses amis. Son mari n'est pas d'accord avec ça, il n'est pas très à l'aise avec le fait qu'elle se promène toute seule le soir sur le campus. Il décide de la rejoindre afin qu'elle ne soit pas seule la nuit. Lors de leur promenade, ils se disputent à propos de la pression des pneus de leur voiture. Je ne sais pas comment ce sujet est arrivé. Ce que je sais, c'est qu'ils se disputent par rapport à ça. Arliss veut être seule, elle lui dit « Laisse-moi seule, rentre à la maison, moi je vais à l'église, je vais prier, j'ai besoin d'avoir un moment à moi. » Elle a vraiment besoin de process cette dispute. Bruce l'écoute, il rentre chez eux. Puis la soirée passe et il n'a aucune nouvelle de sa femme. À 3h du matin, il se dit que ça commence à faire long. Il appelle la police pour signaler la disparition d'Arliss. Des agents du bureau du shérif du comté de Santa Clara se rendent sur place. Ils font le tour de l'église et ils remarquent que toutes les portes sont verrouillées. Ce qui signifie qu'elle est soit encore à l'intérieur et qu'elle y a passé la nuit, soit qu'elle est partie hier soir et dans ce cas-là, on ne sait pas où elle est. On va vite le découvrir. Puisqu'il rentre dans l'église, il se rend compte qu'il y a une porte qui n'est pas verrouillée, qui est ouverte. Et lorsqu'il rentre à l'intérieur, il découvre le corps sans vie d'Arliss Perry. Arliss était allongée sur le dos, les mains croisées sur la poitrine. Elle avait les jambes écartées et un pic de glace dépassait de l'arrière de sa tête, au niveau de l'oreille gauche, à l'arrière de l'oreille gauche. Il n'y avait que le pic, mais plus le manche. Il ne retrouve pas la poignée du pic et il découvre aussi des marques au niveau de son cou, signe qu'elle a été étranglée. Les policiers observent notamment que le corps d'Arliss est dénudé de la taille jusqu'aux pieds. Le plus choquant est à venir. Un cierge d'1 mètre de long est inséré dans son vagin et un autre est posé entre ses seins. Ce qui est étrange aussi, c'est que son jean a été déposé sur ses jambes en forme de losange, ce qui laissait penser à un symbole maçonnique ou mystique. Le veilleur de nuit, Stephen Crawford, dit aux policiers qu'il a fermé l'église aux alentours de minuit et qu'il a bien évidemment vérifié qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Stephen Crawford, c'est l'agent de sécurité du campus, mais aussi un ancien policier de Stanford.
Il affirme qu'il a retrouvé le corps de la jeune femme vers 5h45 dans le transept de l'église à côté de l'autel. Il explique aux policiers qu'effectivement, une porte côté ouest avait été forcée de l'intérieur, c'est la raison pour laquelle elle était entrouverte quand les policiers sont arrivés, mais que ça ne l'était pas à minuit lorsqu'il a fait son tour, ni même à 2h du matin. À côté du corps d'Arliss, il découvre un coussin de prière et sur ce coussin de prière, il y a des traces de sperme. Sur l'une des bougies, les inspecteurs découvrent une empreinte partielle de la paume, cependant, elle n'est pas exploitable. Cette nuit-là, il y a au moins 7 personnes qui auraient pu se trouver à l'église, dont le veilleur de nuit Stephen Crawford, mais aussi le mari d'Arliss Perry, Bruce. Cependant, le sperme retrouvé ne leur correspond pas. Au début, Stephen Crawford est suspect aux yeux des enquêteurs. Il refuse de donner son ADN et il refuse également un test polygraphique, donc de se soumettre au détecteur de mensonges. Puis il accepte et les enquêteurs l'écartent de l'enquête. Avant de le relâcher, ils l'ont bien entendu longuement interrogé. Comme ils ne pouvaient plus rien retirer de lui et que visiblement il disait la vérité, ils ont décidé de le laisser partir. De son côté, Bruce, lui, au contraire, est très coopératif. Il accepte de se soumettre au test, il passe les interrogatoires, il accepte de donner son ADN pour comparaison. La seule ombre au tableau, si on peut dire ça comme ça, c'est la dispute qu'il a eue avec sa femme la veille. Mais bon, que serait un couple sans dispute, j'ai envie de vous dire. Les policiers se posent la question de s'il doit suivre la piste d'un serial killer ou non. Au final, ils en concluent que non. L'hypothèse 1, c'est quelqu'un est rentré dans l'église, a tué quelqu'un d'autre, sans motif, et est parti. Puis ils réfléchissent, ils se creusent la tête. Ils se disent, c'est peut-être pas la meilleure des hypothèses. La deuxième hypothèse, c'est qu'une personne qui connaissait l'église, qui connaissait la disposition, les horaires, est rentrée dans l'église et voulait tuer quelqu'un. Cependant, ce n'était pas un meurtre prémédité au niveau de la victime. Puis ils réfléchissent et ils se disent, ça doit pas être ça. Leur deuxième hypothèse, c'est de se dire, quelqu'un est entré dans l'église avec pour intention de tuer. Il a tué la première personne qu'il trouvait dans cette église. Cependant, la personne qui est rentrée dans cette église connaissait l'église, puisqu'elle connaissait les horaires d'ouverture et de fermeture, mais aussi la disposition de l'église de Stanford. Sur les 7 personnes qui étaient probablement à l'église ce soir-là, il y en a 4 autres qui ont été identifiées. Cependant, la dernière n'a pas pu être identifiée. Un témoin dit quand même avoir vu un homme, cheveux courts, couleur sable, vouloir rentrer dans l'église aux alentours de minuit. Selon le témoin, il mesurait environ 1m80 et il ne portait pas de montre au poignet. Je ne sais pas comment le témoin a pu regarder ça, remarquer ça, mais c'est ce qu'il dit aux policiers. L'affaire d'Arliss Perry est classée cold case. Les enquêteurs ne désespèrent pas puisque de temps en temps, ils continuent d'envoyer des preuves à certains laboratoires, notamment avec l'avancée des nouvelles technologies. Mais c'est tout. En attendant, cette affaire, elle est mise de côté. À noter aussi que Crawford était toujours sous surveillance et ils ont même continué de l'interroger de temps en temps. Son dernier interrogatoire remonte à 2016, 40 ans après les faits, 42 même. Des traces d'ADN retrouvées sur le jean d'Arliss Perry ont de nouveau été analysées. Cela n'a rien donné. Le problème aussi, il faut le dire, c'est qu'il n'avait que l'ADN de Crawford en comparaison et celui de Bruce Perry, c'est tout. Il n'en avait pas d'autre. Donc chercher un tueur sans avoir un autre ADN en comparaison, c'est assez complexe. Les enquêteurs continuent tout de même de creuser. Et le 28 juin 2018, ils se disent « on va faire une perquisition à son domicile et on verra ce que ça donne ». Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu autant d'années avant de faire ça. Lorsqu'ils arrivent, Crawford se réfugie dans sa chambre. Il ferme la porte, il s'assoit sur son lit. Les policiers hésitent avant de rentrer, ils entendent un coup de feu et quand ils entrent dans la chambre, ils se rendent compte que Crawford vient de sauter la vie. 44 années après, les enquêteurs découvrent enfin qui est le tueur, qui était le tueur d'Arliss Perry. C'était bien Stephen Crawford. Il s'est suicidé et maintenant, ils n'ont pas le moyen de savoir pourquoi il a fait ça. On ne connaîtra donc jamais les motivations de son crime, ni même s'il en a fait d'autres, puisque s'il a tué une femme, peut-être qu'il en a tué d'autres.
Crawford, c'était un vétéran de l'armée de l'air américaine. En 1971, il travaille comme agent de police pour le département de sécurité publique à Stanford. Comme il n'était pas suffisamment qualifié pour son travail, il a fini agent de sécurité et veilleur de nuit sur le campus de Stanford. Il a tué Arliss Perry en 1974 et en 1976, il a quitté Stanford. S'il a quitté Stanford, c'est certainement en partie pour échapper aux potentielles condamnations, si jamais on l'arrêtait, mais aussi puisqu'il était très en colère et ça le frustrait beaucoup d'être veilleur de nuit alors que lui, ce qu'il voulait de base, c'était être policier. Avant de partir, il a volé plus de 200 livres rares, mais aussi des artefacts de culture amérindienne. Il s'était même imprimé un faux diplôme de Stanford. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en a fait. Stephen Crawford est décédé. C'est une chose. Il a tué Arliss Perry. Maintenant, les agents sont persuadés qu'il est également à l'origine de 2 autres meurtres. On va faire un bond en arrière dans le temps. On va voir quels sont ces 2 autres meurtres et on va voir si potentiellement c'est lui ou non le tueur. Le 16 février 1973, Leslie Marie Perlov, âgée de 21 ans, est étranglée à mort et est jetée sur un sentier de randonnée partiellement vêtu. Un an plus tôt, elle avait été diplômée de l'université de Stanford. Elle était passionnée de littérature ainsi que d'art et travaillait à temps partiel dans une bibliothèque de droit à Santa Clara County. La dernière fois qu'elle a été vue vivante, c'était aux alentours de 15h lorsqu'elle a fini sa journée de travail. Au début, son entourage pense qu'elle s'est arrêtée sur le chemin du retour. En effet, à l'ouest du campus, il y a une sorte de chemin de randonnée avec des collines et apparemment, elle aimait bien cet endroit. Aux alentours de 18h, ce sont des témoins qui l'ont aperçue dans sa voiture en train de se disputer avec un homme. Elle est portée disparue pendant 3 jours, puis 3 jours après, sa voiture est retrouvée sur Page Mill Road. Leslie vivait avec sa mère, Florence, une mère veuve, ainsi que ses 2 frères et sœurs. La famille vivait à Los Altos Hills, c'est une municipalité du comté de Santa Clara. Son rêve à elle, c'était de devenir avocate. Elle avait réussi à décrocher une place à l'université de Pennsylvanie et elle commençait ses études à l'automne 1973. Le 16 février 1973, un homme tente de l'agresser sexuellement. Elle essaye du mieux qu'elle peut de le repousser. Cela ne fonctionne pas. L'homme a beaucoup trop de force et en plus de l'avoir agressée sexuellement, il l'a tuée. Le corps de Leslie a été retrouvé dans les collines à côté du campus de l'université de Stanford. Les enquêteurs retrouvent une écharpe autour de son cou, écharpe qui a certainement servi à l'étrangler. Il y a 15 détectives qui enquêtent sur l'affaire, mais après quelques mois et quelques années, l'affaire tombe totalement dans l'oubli. Sur les 15 détectives, il y en a seulement 2 qui travaillent encore de temps en temps dessus, mais vraiment sans se mettre de pression puisque de toute façon l'affaire a été mise de côté. En mars 1974, les enquêteurs retrouvent les restes d'un nouveau corps, celui de Janet Ann Taylor, âgée de 21 ans. Elle était à peu près dans la même zone dans laquelle le corps de Leslie avait été retrouvé. Janet a grandi à Stanford, c'est la fille de Chuck Taylor. Chuck Taylor, c'est l'entraîneur de football de l'université, mais il est aussi le directeur sportif. Janet vivait à La Honda avec son petit ami Russell Bissonnette, âgé de 24 ans. Elle suivait des cours à Canada College et elle travaillait comme opératrice téléphonique dans une entreprise d'expédition de navires qui s'appelle Ocean Routes, et ça, c'était situé à Palo Alto. Le dimanche 24 mars, Janet se rend chez 2 anciennes amies, Susan Ernst et Deborah Adams, pour passer l'après-midi avec elles, et vers 19h après avoir mangé, elle leur dit qu'elle rentre en stop. La dernière fois qu'elle a été vue en vie, il était 19h05 et c'était à l'ouest de Stanford. Ce n'est que le lendemain matin que son corps est découvert vers 10h30 par un livreur. Elle aussi avait été étranglée et le tueur avait utilisé son pull. Elle a été retrouvée habillée entièrement, à part ses chaussures. Comme elle est habillée, les enquêteurs pensent qu'elle n'a pas été violée. Par contre, c'était certainement le motif premier. Le tueur voulait la violer, il n'a pas réussi ou il a peut-être perdu patience et il l'a tuée à la place. Elle était en train de faire de l'autostop lorsqu'un homme l'a prise en stop, l'a tuée et a balancé ses affaires un peu comme ça le long de la route puisque les enquêteurs ont retrouvé ses affaires le long de la route. Cette affaire est aussi mise de côté, c'est une cold case et elle est restée sans être résolue pendant 44 ans.
D'autant plus que les autorités refusent de croire que Leslie et Janet ont été tués par la même personne. Il n'y a aucun lien qui a été fait entre ces deux meurtres. Pourtant, les familles, les amis ainsi que la population, tout le monde est persuadé que les deux meurtres de ces deux jeunes femmes sont liés. D'autant plus qu'ils ont eu lieu au même endroit. En juillet 2018, il y a un rebondissement dans l'enquête de Leslie Perlov. Un échantillon d'ADN est envoyé dans un laboratoire en Virginie. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que ce laboratoire utilise une nouvelle technologie, ils utilisent notamment GEDmatch, GEDmatch. Grâce à ça, ils arrivent à remonter tout un arbre généalogique et à trouver un parent proche correspondant à l'ADN retrouvé. Il s'agit d'un homme de 74 ans, John Arthur Guthrie. Les enquêteurs suivent Guthrie, ils vont récupérer son ADN dans sa poubelle, ils comparent l'ADN récupéré dans la poubelle à l'ADN retrouvé sur la scène de crime et ça match. Le 24 novembre 2018, 44 ans après le meurtre de Leslie Perlov, John Guthrie est arrêté. Pour le meurtre de Leslie Perlov, mais aussi pour celui de Janet Taylor. En plus de ça, ce qui confirme encore plus que c'est bien lui le tueur, au moment des meurtres, il vivait à Palo Alto. Il travaillait comme technicien médical à Palo Alto, là où Janet Ann Taylor travaillait. John Guthrie était un homme marié, il était leader d'un groupe de scouts, et sa femme l'a appris par sa sœur. Elle l'a appelé, elle lui a dit « Ton mari a tué deux jeunes femmes lorsqu'il était marié avec toi ». Sa femme était choquée, au début elle refusait de croire à ça. Mais qui est John Guthrie? Parce qu'à part le fait que je vous ai dit qu'il vivait à Palo Alto, qu'il était marié, vous n'en savez pas plus. John Guthrie, c'est le fils d'un sergent de l'armée de l'Ohio. Pendant son enfance, il a bougé un petit peu partout dans le monde. Il a vécu à Hawaï, au Japon, en Allemagne. Il a beaucoup vécu en Allemagne, notamment lorsqu'il était adolescent. Et si j'insiste sur ce pays, c'est parce que lorsqu'il était en Allemagne, il a déjà été condamné pour viol et meurtre. Celui de Margaret Williams, qu'il avait rencontrée en boîte de nuit. Les deux étudiaient dans une université militaire, Margaret était en première année. Son corps avait été retrouvé sur un terrain de baseball, elle avait été violée, battue et étranglée à mort. En 1964, Guthrie est reconnu coupable de ce meurtre et il est condamné à 10 années de prison en tant que mineur. Il se défend, il dit qu'il n'a pas du tout voulu la tuer, que c'était un accident, qu'il était terriblement désolé pour ce fait. Et ça marche un petit peu, puisqu'il ne fait que 6 ans avant d'être relâché et renvoyé dans son pays d'origine en Amérique. Il est relâché dans un premier temps sous probation et s'il est renvoyé en Amérique, c'est parce que les autorités allemandes se disent que s'il revient dans son pays, ça ira beaucoup mieux, qu'il arrivera à reprendre une vie normale et à retourner sur le droit chemin. Une fois à Palo Alto, il a tué 2 femmes. Je sais pas si c'est ce qu'on peut appeler le droit chemin. Et ce n'est pas tout, puisque son casier compte 17 plaintes pour viol en 1975, soit 1 an après son dernier meurtre. Il avait plaidé coupable pour l'une des accusations. Il avait payé 200 $ d'amende, fait 6 mois de prison et était ressorti. En novembre 2019, il plaide non coupable aux 2 meurtres pour lesquels il est accusé, celui de Leslie Perlov et celui de Janet Taylor. Son procès devait commencer en septembre 2020, mais il a été hospitalisé juste avant pour un anévrisme cérébral. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.